La question au cœur des documents qu'on a là, elle a l'air toute simple, mais en fait elle est énorme. Est-ce que fumer, ça détend vraiment? Oui, c'est la grande question. Parce que, en lisant tout ça, je suis parti de cette idée que tout le monde a, et je me suis retrouvé face à un truc bien plus large sur la gestion de nos émotions. Absolument. D'un côté, il y a cette perception quasi universelle chez les fumeurs, la cigarette c'est un calmant. Et de l'autre, toutes les infos qu'on a ici disent que sur le long terme, c'est tout l'inverse. Exactement. Et c'est ce cheminement que j'aimerais qu'on explore. L'illusion de détente, l'impact sur notre autonomie émotionnelle, et puis les besoins que ça cache. Et cette croyance, la cigarette détente, elle est incroyablement puissante. C'est presque un mythe, hein. On l'a tous vu au cinéma, dans les livres. Ah oui, le héros stressé qui allume sa clope. Voilà. Et qui, d'un coup, semble reprendre le contrôle. Ce qu'on va faire, c'est démonter cette mécanique, comprendre pourquoi c'est si fort et en même temps pourquoi ça repose sur un malentendu. D'accord, alors plongeons là-dedans. Comment ça marche, ce tour de magie chimique? On allume une cigarette et quasi instantanément, on se sent mieux. C'est ça. Les documents disent que la nicotine arrive au cerveau en quelques secondes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La rapidité, c'est la première clé du piège. En moins de 10 secondes, la nicotine pirate littéralement nos circuits de la récompense. C'est une pure décharge chimique. Une décharge. Oui. Les sources détaillent bien le cocktail. D'abord, il y a la dopamine, le fameux neurotransmetteur du plaisir. C'est lui qui donne cette sensation de « ça va mieux ». D'accord, la dopamine. Ensuite, la sérotonine, qui joue sur l'humeur, qui donne une impression d'apaisement. Et enfin, des endorphines, qui ont un léger effet antidouleur, presque anesthésiant. Donc un vrai cocktail chimique. Le résultat, c'est ce shoot de soulagement qu'on prend pour de la détente. Mais la nuance est capitale. C'est pas un vrai apaisement. C'est une satisfaction chimique. Temporaire. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Les notes utilisent une analogie très très forte, celle du crédit émotionnel. Ça m'a vraiment marqué ça. Ah oui, elle est excellente cette image. La nicotine nous fait un crédit de bien-être, mais on le rembourse très vite et avec des intérêts énormes. C'est un prêt usurier qu'on se fait à soi-même, quoi. C'est une excellente image. Parce que quelques heures plus tard, parfois moins, le taux de nicotine chute et là la facture arrive. Le manque, exactement. Le cerveau qui s'est habitué à ça se retrouve en manque. Et les symptômes de ce manque, c'est quoi? C'est du stress, de la nervosité, de l'irritabilité. Attendez, mais ça change tout. Si je comprends bien ce que disent les sources, ça veut dire que la plupart du temps, on fume pas pour gérer le stress de la journée, Non, mais pour gérer le stress créé par la cigarette d'avant. c'est exactement le cœur du cercle vicieux. C'est un serpent qui se mord la queue. Voilà. Les sources sont formelles. Le plus souvent, c'est pas le stress extérieur qui pousse à fumer, c'est le manque de nicotine qui crée un état de stress interne. Ah, c'est dingue. La cigarette suivante vient calmer le sevrage qu'elle a elle-même installé. L'autre analogie du texte est parfaite pour ça. C'est comme gratter une démangeaison qu'on a provoquée soi-même. On soulage un symptôme en aggravant la cause. Exactement. C'est un piège d'une efficacité redoutable. Bon, ça, c'est le piège à court terme, qui se répète 20 fois par jour. Mais j'imagine que sur des années, les conséquences doivent être énormes. Et c'est là qu'on parle d'autonomie émotionnelle qui s'effrite, c'est ça? Exactement. L'autonomie émotionnelle, c'est notre capacité à gérer nos vagues intérieures, à trouver en nous les ressources pour nous apaiser. Et la cigarette, à long terme, vient saboter ça. Comment? Les documents identifient plusieurs mécanismes, mais on peut les regrouper. Il y a d'abord un aspect, on va dire, comportemental. On apprend un très mauvais réflexe. Et après, il y a un impact plus profond sur notre relation à nous-mêmes. D'accord. Commençons par le réflexe alors. Le premier point, c'est ce que les sources appellent l'externalisation. Le cerveau est une machine à apprendre, et il apprend très vite ce raccourci. Émotion désagréable. Je fume, soulagement. Et il s'arrête là? Au bout d'un moment, il ne cherche même plus d'autres solutions. Face au stress, à la tristesse ou même l'ennui, la respiration, prendre du recul, parler, tout ça c'est court-circuité. La solution est devenue un objet extérieur. Un réflexe pavlovien. Exactement. Et ça bloque tout apprentissage. Notre muscle émotionnel ne travaille jamais. Il s'atrophie. On devient une sorte d'handicapé émotionnel en quelque sorte, on ne sait plus marcher sans cette béquille. C'est une bonne image. Et ça mène à la dimension plus profonde. Un des mécanismes les plus subtils, c'est que la cigarette agit comme un brouilleur d'émotions. Un brouilleur. Oui, une émotion, c'est un message. La fatigue nous dit de nous reposer. La colère, qu'une valeur est bafouée. Fumer, ça permet d'étouffer le signal, de mettre le message en sourdine. C'est comme mettre des bouchons d'oreille quand notre corps essaie de nous parler. Et du coup, le problème de fond n'est jamais réglé. Jamais.
Ce qui doit avoir un impact terrible sur la confiance en soi, j'imagine, si on sent qu'on ne peut pas faire face à ses émotions sans un filtre. Absolument. C'est un autre point, hein, la fragilisation de la confiance. Cette croyance, souvent inconsciente, sans cigarette, je ne peux pas gérer. Elle s'installe. On doute de sa propre solidité. Et en plus, c'est renforcé par la biologie, si j'ai bien lu. Oui, c'est le point le plus technique. La nicotine dérègle nos régulateurs naturels. Les systèmes de dopamine et de sérotonine sont tellement surstimulés qu'à la longue, les plaisirs simples et naturels, une bonne conversation, un beau paysage, Ils perdent de leur puissance. voilà, leur effet apaisant est moins perceptible. Le cerveau devient tout simplement moins apte à s'autoréguler. Franchement, en écoutant cette description, c'est assez démoralisant. On a l'impression d'un piège parfait. Si c'est si destructeur, qu'est-ce qui peut bien nous garder prisonniers avec autant de force? Voilà, Qu'est-ce que ça vient combler de si essentiel pour qu'on accepte tout ça? et c'est la question clé. Et la réponse des sources est nuancée et profondément humaine. Elles expliquent que derrière l'addiction, il n'y a pas de la faiblesse. Il y a des besoins fondamentaux qui ne sont pas satisfaits. D'accord. La cigarette devient une sorte de couteau suisse dysfonctionnel qui tente maladroitement de répondre à tout. Et quels sont ces besoins alors? On peut identifier de grands ensembles. D'abord, tout ce qui touche à l'apaisement. Calmer une agitation intérieure, une anxiété, ou le besoin de réconfort. Là, l'image de la cigarette comme doudou adulte est très parlante. Ah oui, C'est un rituel, une présence familière dans les moments de solitude. Et il y a aussi le besoin d'anesthésie. Quand une émotion est trop douloureuse, la cigarette sert à mettre un voile, à atténuer le ressenti. l'image du doudou adulte est terrible, mais tellement juste. On a tous nos doudous, j'imagine, mais celui-ci est particulièrement toxique. C'est ça. Et pour les autres besoins? Il y a un deuxième ensemble de besoins qu'on pourrait qualifier de fonctionnels. Par exemple, la régulation. C'est particulièrement vrai pour les personnes avec un TDAH ou une hypersensibilité. Ah oui. Pour eux, la nicotine peut paradoxalement aider à se concentrer, à se recentrer. C'est aussi pour beaucoup une tentative de reprendre le contrôle. Dans une situation chaotique, le geste d'allumer une cigarette est maîtrisé, prévisible. C'est une action concrète qui donne une illusion de pouvoir. Voilà, Et il y a toute la dimension sociale, la fameuse pause clope. c'est le troisième ensemble, les besoins identitaires et sociaux. Le besoin de marquer une pause, de créer un espace personnel. Là, c'est mon moment. Et à l'inverse, le besoin de lien. Exactement. Toutes ces discussions profondes, ces confidences qui naissent dans la fumée partagée. La cigarette peut, étrangement, servir à la fois à s'isoler et à se connecter. Sur ce lien, je me demande si c'est pas un peu romantique, ça. Ce lien créé pendant la pause clope, est-ce que c'est pas aussi très souvent une forme d'exclusion pour ceux qui restent à l'intérieur? C'est un excellent point. Et ce n'est pas contradictoire. Ce lien est réel pour ceux qui en font partie. Mais il est souvent exclusif. C'est une bulle. Oui, c'est une bulle. Mais ça ne change rien au fait que pour la personne qui fume, ce besoin de connexion est un des moteurs de l'habitude. Au fond, si on résume ce que cette dépendance masque, c'est un cocktail de besoins fondamentaux. Sécurité, apaisement, contrôle, lien. C'est pour ça que la conclusion des sources est si forte. Ce n'est pas une faiblesse, mais une stratégie de survie devenue automatique. Une stratégie qui a peut-être fonctionné un temps, mais dont le coût est devenu exorbitant. Heureusement, le tableau n'est pas complètement noir. C'est ce qui m'a surpris à la fin de la lecture. Les documents se terminent sur une note d'espoir incroyable, cette idée de réversibilité. Ça semble presque trop beau pour être vrai après tout ce qu'on vient de décrire. Oui, heureusement. Le cerveau peut vraiment se réparer. C'est la partie la plus encourageante. Le cerveau possède une neuroplasticité extraordinaire. En quelques semaines, à quelques mois, après l'arrêt, les mécanismes commencent à s'inverser. Comment ça? Les récepteurs à la nicotine se normalisent, la production naturelle de dopamine se régule, le niveau d'anxiété générale, qui était maintenu artificiellement élevé par ce cycle, commence à baisser. L'humeur se stabilise. Les témoignages cités sont frappants d'ailleurs. Les gens disent pas juste « je gère aussi bien qu'avant », ils disent des choses beaucoup plus fortes. Exactement. Les deux citations sont un renversement complet de la croyance de départ. La première, « je suis plus calme qu'avant ». La personne découvre un niveau de sérénité qu'elle ne connaissait plus. Et la deuxième? Identifier ce qu'on ressent, à s'apaiser autrement, on reconstruit son autonomie. C'est ça qui est fou. C'est pas un simple retour à la case départ. C'est comme si, en se sevrant de la béquille, on apprenait à courir pour la première fois. C'est une véritable opportunité de croissance. On apprend à se connaître, à écouter les fameux messages de nos émotions et à y répondre de manière constructive. C'est un réapprentissage. Alors, si on devait retenir l'essentiel de tout ça, on est parti d'une idée reçue, la cigarette détente,
Et on a découvert un mécanisme pervers où elle crée le stress qu'elle prétend calmer. C'est ça. On a vu comment ce cycle nous fragilise de l'intérieur. Mais surtout, on a compris que derrière ce geste, il y a des besoins humains profonds et légitimes. Absolument. Et la fin est pleine de promesses. On peut non seulement récupérer, mais en sortir grandi, plus solide et plus serein qu'avant. Tout à fait. Et ça ouvre sur une réflexion qui dépasse largement la cigarette. Ces documents montrent comment une habitude, n'importe laquelle, peut servir de béquille pour des besoins réels. Mhm. Ça amène à une question finale. Si on identifie dans sa vie une habitude qui joue ce rôle de béquille, la question n'est peut-être pas comment je l'arrache brutalement. Mais plutôt, Plutôt, maintenant que je comprends un peu mieux le besoin profond qu'elle essaye de combler, quelle pourrait être la toute première petite étape pour commencer à construire un véritable soutien intérieur à la place ?